Nous l'avons vu, les Grecs vivent au sein de cités dans une société très codifiée et dont les strates sont assez perméables. Et nous l'avons dit, la vraie richesse n'est pas nécessaire à travailler. Je vous propose donc naturellement, à travers cet second épisode, un focus sur le travail. Quelle place a-t-il dans la vie des Grecs ? Quelles sont les spécificités de ce dernier ? Et nous ferons un détour plus détaillé sur deux conditions qui me semblent assez intéressantes à développer et essentielles à la société grecque, la paysannerie et l'artisanat. En avant ! Pour commencer, la position des Grecs à l'encontre des activités manuelles salariées est ambiguë. Contrairement à ce que l'on peut beaucoup entendre, ils ne considèrent pas le travail comme dégradant en soi, mais ils lui reprochent de mettre l'homme en état de dépendance. La limite entre activité manuelle et activité artistique est d'ailleurs parfois un peu floue, ce qui pousse les artistes à revendiquer la noblesse de leur pratique. L'attitude des intellectuels, y compris des plus grands philosophes de l'Antiquité comme Platon ou Aristote, c'est celle de gens qui s'estiment supérieurs à ceux qui mettent en valeur les ressources du sol ou transforment les matières premières. Platon, dans La République, différencie ainsi ceux qui travaillent de ceux qui ne travaillent pas mais œuvrent ou agissent. Les Grecs ne font donc aucune différence éthique entre l'artisan à son compte ou l'ouvrier travaillant pour un patron. On voit tout de même s'établir progressivement une différence de vision entre les activités agricoles et les métiers artisanaux. Les premiers seraient source de plaisir et moyen d'accroître sa maison, d'exercer son corps pour se mettre en état de remplir tous les devoirs d'un homme libre, comme le dit Xénophon. Les seconds, je cite, altèrent les dispositions du corps et enlèvent à l'esprit tout loisir et toute élévation d'après Aristote. Peut-être est-ce lié au fait que de nombreux citoyens s'adonnent au travail de leur terre, alors que l'artisanat est plutôt réservé aux métèques et esclaves. Après, moi je dis ça, je dis rien. Cependant, ne nous trompons pas. Beaucoup de produits fabriqués le sont à la maison directement, sans intervention extérieure d'un artisan. Des tissus et vêtements au pain, tout cela est souvent fait directement dans la maisonnée par les femmes ou esclaves familiaux. Et ce n'est pas vu comme du travail en tant que tel. À l'extérieur, dans l'artisanat et le commerce, dans les champs et chantiers, on retrouve des hommes libres, des métèques, des affranchis et bien sûr d'autres esclaves. Ils travaillent tous ensemble, mais les tâches les plus ingrates sont généralement réservées aux esclaves qui ne reçoivent aucune rétribution. Un homme libre, sans qualification, est lui embauché à la journée ou au mois, très rarement à l'année. Son salaire quotidien est d'environ 1 drachme, de quoi subsister mais pas d'entretenir une famille. Il n'existe aucune législation concernant les salaires ou les conditions de travail et tout se règle à l'amiable. Et le chômage alors ? Il y a bien des chômeurs en Grèce, et plus particulièrement à Athènes, où les hommes sans travail se réunissent sur le Kolonos, près de l'Agora, en attendant qu'un patron les embauche pour la journée. Plus que dans les autres cités, ce chômage pose vraiment problème, même durant l'âge d'or de la cité. Périclès, une des figures politiques de la cité lors de cet âge d'or, fait alors voter par le peuple la décision d'engager la reconstruction des monuments d'Athènes. Cette politique de grands travaux permet de faire appel pour une longue durée à tous les corps de métier et relancer alors massivement l'embauche, le pouvoir d'achat, et ainsi pallier temporairement au problème de chômage. Et les citoyens aisés dans tout ça, vous allez me dire, ceux qui ne travaillent pas justement. Comme nous l'avons dit dans le premier épisode, ce sont eux les vrais riches. Ils sont occupés par les affaires politiques, qu'ils monopolisent donc par conséquence bien souvent sur les citoyens moins aisés qui travaillent leur terre. Ils s'occupent également des affaires judiciaires, ou tout simplement à banqueter chez le voisin. Vous avez maintenant une petite vision de ce qu'est le travail en Grèce antique, mais il me semble intéressant de se pencher sur deux situations en particulier, et commençons par l'agriculture, qui mobilise jusqu'à 80% de la population grecque. Alors, bien sûr, le statut idéal consiste à être propriétaire terrien, possession interdite pour un étranger ou un esclave et donc réservée aux citoyens.
Entretenir une parcelle est d'ailleurs une condition pour être citoyen dans de nombreuses cités. La plupart des exploitations sont assez petites, 5 hectares en moyenne, et sont exploitées en famille avec quelques esclaves, à l'aide de charrues ou à la main. Ces derniers partagent la vie de leur maître, vivant et mangeant avec eux. Les citoyens cultivant leurs terres eux-mêmes, ainsi, sont ceux que l'on appelle les otourgoï. Ils correspondent aux citoyens les plus modestes. Ce sont des petits paysans libres, visant l'autosuffisance. La fin du 5e siècle avant notre ère voit apparaître une nouvelle caste de propriétaires vivant en ville et visitant leur exploitation tous les jours. Ils ne cultivent pas eux-mêmes, mais surveillent de très près le travail des esclaves, qui sont en général, apparemment, plutôt bien traités afin d'assurer une fidélité et un rendement décent. Ce sont eux qui sont le plus présents dans les instances politiques, laissant le loisir de s'occuper des terres à d'autres. À Sparte, petite particularité, chaque citoyen dispose d'une portion de terre de 10 à 18 hectares, le kléros, qu'il fait cultiver par les dépendants, les ilotes. Aux côtés des terres privées dont nous parlons, se trouvent aussi des terres publiques et sacrées, appartenant à la communauté ou à des sanctuaires. Les bonnes terres de culture sont rares en Grèce. Construire des terrasses sur les pentes des reliefs devient souvent une nécessité. Il faut rajouter à cela le manque d'eau qui nécessite l'aménagement de bassins et de citernes. L'agriculture en Grèce continentale est un sport de tous les instants, et l'existence des petits paysans est fragile. La disette guette à la moindre tempête ou mauvaise récolte. Les paysans les plus ruraux vivent donc souvent en autarcie presque complète, et n'ont guère besoin d'acheter des produits à l'extérieur. Ce souci de l'autarcie et de la subsistance est un comportement typique de l'agriculteur grec, étant contraint de travailler sans relâche afin de tirer le maximum de sa terre. Il lui faut assurer la survie de sa maisonnée, tout en prévenant les coups durs par l'accumulation de surplus et de grains destinés au semail. Il doit, en de plus rares circonstances, se résigner à acheter ou vendre ses biens au marché ou à des intermédiaires. L'élevage, lui, est pratiqué dans toutes les propriétés agricoles pour la consommation personnelle. Cependant, l'élevage en grande quantité est quasi inexistant en Grèce, principalement pour des raisons géologiques, et nous parlerons des exceptions plus tard. L'importance de l'agriculture pour la société est donc, comme vous pouvez le voir, assez aisée à percevoir. Et il en va de même pour l'artisanat, qui nous a lissé tant de traces de nos jours qui permettent de comprendre le monde grec. Il nous est indispensable de nous pencher également sur ce secteur central à l'économie grecque. Comme nous l'avons dit, l'artisan est donc souvent un métèque ou un esclave, si on met de côté toutes les productions faites à la maison par les familles directement bien sûr. L'artisanat spécialisé ne se développe que dans les plus grandes villes et permet à un ouvrier de travailler uniquement dans le domaine de ses compétences, qui peuvent être très pointues. Dans les petites villes, les mêmes ouvriers vont s'occuper de fabriquer les lits, les portes, les charrues, de bâtir les maisons, et ils s'estiment encore bien heureux avec tant de métiers de trouver assez de clients. L'artisanat n'est pas très florissant hors des grandes cités. Les Grecs pratiquent surtout le petit artisanat, dans des ateliers à taille humaine, et seuls quelques riches propriétaires créent de grandes entreprises quasi-industrielles. Les ateliers sont souvent également les boutiques, généralement installées dans les villes, la maison familiale se situant souvent à l'étage au-dessus. Il n'est pas rare que les lieux de production majeurs soient rassemblés dans les quartiers spécialisés, et quelques grandes entreprises y fleurissent. Le métèque Képhalos exploite à Athènes une grande armurerie où travaillent pas moins de 120 esclaves. Dans ces grands ateliers, où le travail industriel a pris le pas sur l'artisanat, le patron délègue souvent son autorité à un ou plusieurs intendants. Les métiers liés à l'utilisation des métaux comptent parmi les plus importantes activités artisanales de la Grèce. Un complexe processus de chauffe successive permet aux fondeurs de transformer le minerai en métal. Le plus utilisé est le bronze, mélange de cuivre et d'étain. Mais il y a aussi le fer qui arrive en seconde position. Enclumes, marteaux à double tête, pinces, fourneaux, clous, rivets, tout ceci existe déjà, et nous sommes d'ailleurs déjà très proches de l'image de la forge médiévale comme vous pouvez la voir en tête. La production d'outils, mais surtout d'armes, est une industrie très bien installée dans chaque cité.
Après, si je vous dis artisanat en Grèce, vous allez plutôt me dire poterie. Et en effet, c'est le plus répandu. Tous les récipients sont faits à partir d'argile. Les formes sont extrêmement variées, selon les usages, des grandes jarres jusqu'à la vaisselle domestique. La réputation des potiers du quartier du Céramique à Athènes a fait la richesse de la ville. Les potiers utilisent un tour qu'ils lancent à la main, et la très grande majorité des pièces sont décorées une fois séchées. Polir la surface, la peindre, dessiner des figures pour les plus belles, sans oublier d'y inscrire son petit nom d'artiste. Après une couche de vernis à base d'oxyde de fer, ils sont cuits dans des fours de briques. Le dernier grand domaine d'artisanat est bien évidemment celui de la construction. Tailleurs de pierre, charpentiers, tuiliers, ils sont massivement employés par les cités pour leurs monuments publics, murailles et bien sûr temples. Leur rémunération est plutôt confortable et ils jouissent souvent d'un apport matériel, en nourriture et en vêtements, en plus du salaire. Les équipes travaillent sous la responsabilité d'un architecton, l'architecte, qui propose généralement en premier lieu une maquette au commanditaire. Pour la construction réelle, les ouvriers s'appuient sur toutes sortes d'outils tels que le fil de plomb, l'équerre, le compas, le niveau aussi, et ils disposent également déjà de grues, d'engins de levage, de treuils et de la connaissance de l'échafaudage. Vous avez maintenant une meilleure idée de la réalité du travail en Grèce antique. Si nous pouvons résumer, il est important de dire que la petite minorité politique, elle, ne participe que très peu à la réalité du travail. L'agriculture, qui touche plus de 80% de la population, est plutôt vue comme une réponse à ses propres besoins alimentaires plutôt qu'une industrie commerciale. Et il en va de même pour l'artisanat. Il ne faut surtout pas réduire ça à une production commerciale. Une très grande part des pièces naissent dans les maisons directement entre les mains des femmes ou des esclaves de la famille. Nous voyons bien cette frontière entre les personnes obligées de travailler et celles qui vont déléguer cette tâche pour se concentrer sur l'exercice du travail politique de la cité. Et cette frontière, cette observation, on peut l'observer, comme ce que j'ai pu dire dans cet épisode, également au sein de la famille. Et je pense que c'est un lien parfait pour le prochain épisode où nous pourrons nous pencher plus précisément sur la famille dans la Grèce antique. Nous pourrons parler d'enfants, d'éducation, d'amour et de sexualité. Et pour ça, nous nous retrouvons très prochainement pour le 3e épisode. Sur ce, que l'histoire soit avec vous.